Reconnaître les thématiques du futur et en profiter via des fonds négociés en bourse, qu'est-ce que ça signifie? On reçoit aujourd'hui au podcast Steve Deschênes, qui est spécialiste économique financier, pour nous en parler. Bienvenue à Garde le change. Sam Nadeau, toujours fidèle au poste. C'est dans mon contrat, pas le choix d'être là. Steve Deschênes, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On va commencer le podcast en donnant la définition d'un FNB, d'un fonds négocié en bourse. Oui, le fonds négocié en bourse, c'est relativement simple. C'est un produit, et là, il peut y avoir énormément de choses différentes à l'intérieur, on va avoir la chance d'y revenir, qui, justement, se négocie en bourse. Donc, pareil comme une action. Alors, pendant que la bourse est ouverte, 9h30 le matin à 16h le soir, tu peux négocier des actions là, de McDonald's sous le symbole MCD. Tu peux négocier aussi un fonds négocié en bourse qui a son propre symbole. À titre d'exemple, l'indice TSX 60 au Canada, le XIU, il y a le S&P 500 qui transige entre autres sous le symbole de SPY. Ouais. Donc, tu peux acheter un indice, tu peux acheter toutes sortes de portefeuilles qui peuvent être inclus dans un fonds négocié en bourse. Fait que si je comprends bien, c'est un panier avec des actions à l'intérieur, puis nous, on achète ce panier-là. C'est exactement ça. Okay. Et la base du FNB, c'est justement d'offrir là, très, très rapidement un panier de titres dans une grande mesure diversifié ou, dans certains cas, concentré dans un secteur si c'est ce que tu as souhaité faire, mais qui va te donner plusieurs entreprises. Alors, quelqu'un qui ne souhaite pas investir directement dans une entreprise parce qu'il n'est pas certain que l'entreprise, à titre d'exemple, dans le secteur pétrolier ou dans le secteur des éoliennes va être bon, tu peux acheter un fonds négocié en bourse qui va être lié à un de ces secteurs-là. Et là, tu auras plusieurs entreprises qui vont en faire partie. J'aurais quelque chose pour vas-y. imager ça. Imagine que tu as un panier d'épicerie avec des titres dedans, puis le panier d'épicerie se conduit tout seul. Ça, c'est un FNB. Okay. Puis un fonds mutuel, c'est un panier d'épicerie avec des titres dedans. Par contre, il y a quelqu'un qui conduit le chariot puis qui charge des dizaines, voire des centaines de millions pour le faire, qui charge un taux d'intérêt. Est-ce que mon exemple est boiteux ou est bon? Moi, je le vois de même un peu. Tu sais, par rapport à un fonds mutuel puis un FNB, là, fonds mutuel, tu as un driver, tu as un conducteur qui va charger un frais, un pourcentage du fonds, mais qui va un peu atrophier le rendement que tu fais par ses frais. Puis le FNB, souvent, il y a des frais très, très minimes. Oui, c'est ça. Il faut comprendre, les fonds négociés en bourse, c'est quand même un frais. Ce n'est pas gratuitement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en fait la gestion. Dans bien des cas, beaucoup moins élevé, justement, que pour des fonds mutuels, Ouais, hein? Surtout lorsque c'est des fonds indiciels. Lorsqu'on copie seulement un indice, il n'y a pas de gestionnaire qui a besoin de faire un gros travail. C'est un ordinateur qui fait ça. C'est ça, il achète les actions qu'il y a dans l'indice, alors il y a un petit risque là, de friction de prix, mais c'est tout. Lorsqu'il y a une gestion, pour une raison ou une autre, là, à partir de là, il y aura des frais exactement comme les fonds mutuels, mais souvent beaucoup, beaucoup moins élevés là, mais que du côté des fonds mutuels. Si j'investis dans un FNB, est-ce que ça va réduire mon exposition au risque parce que ça va être un éventail plus large dans un secteur? Ça réduit l'exposition au risque de ce qu'on appelle le titre individuel. C'est-à-dire que si tu achètes l'ensemble du marché, le S&P 500 aux États-Unis, le TSX au Canada, quand tu vois le soir aux nouvelles que la bourse a reculé ou que la bourse a monté, c'est ça qui va t'arriver avec ton FNB qui copie l'indice. Mm-hmm. Si tu en as acheté un qui est dans un secteur particulier, là, tu n'auras pas le risque des compagnies, mais tu gardes le risque du secteur. Si tu décidais là, que tu achètes, toi, un FNB dans le secteur bancaire canadien, c'est pour une raison ou une autre, les banques canadiennes vont mal, ton FNB va mal aller. Mais si la seule qui ne va pas bien, c'est à titre d'exemple, la Banque Laurentienne, et là, je prends la plus petite, là, tellement peu d'effets dans un FNB, souvent quand c'est basé sur la capitalisation boursière, que tu n'en souffriras pas beaucoup. Alors que si tu avais acheté juste cette action-là et que c'est elle qui est la malchanceuse, là, qui s'en sort mal pendant un trimestre ou pendant quelques années, là, tu aurais eu un gros problème. Alors, tu vas être diversifié, mais tu as encore un risque de secteur dans certains cas. Il y a des FNB dans des secteurs précis, comme les banques, etc. Mais si on regarde, mettons, le S&P 500, c'est les 505 plus grandes entreprises, fait qu'il n'y a pas nécessairement un secteur visé. Non, dans ce cas-là, tu as le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises, mais là aussi, il y a toujours quelque chose auquel il faut faire attention, c'est d'aller voir la composition du FNB. Dans ce cas-là, tu as les 500 plus grosses. Présentement, les 500 plus grosses, si on prend les 5 grandes capitalisations dans les technologies, représentent maintenant 25 de l'indice. Alors, si quelqu'un dit, moi, j'ai bien peur de ça, là, Amazon, puis Facebook, puis Microsoft, puis Apple, je pense qu'ils vont les diviser, puis les casser, puis qu'ils vont perdre de l'argent parce que tout le monde les haït, puis ils sont pas fins, c'est un quart de ton portefeuille dans le S&P 500. Fait que c'est toujours extrêmement, extrêmement important d'aller voir le FNB, de quoi il est composé. Parce que là, on parle d'actions, mais il pourrait y avoir n'importe quoi d'autre. Là. Ouais. Il y a des FNB avec des obligations. Il y a des FNB qui ont été lancés, là, ça ne se transige pas directement à la bourse, mais à l'époque, sur des vedettes et des joueurs de hockey, des sportifs. Ouais. Ouais, tu pouvais acheter
une position sur un certain nombre de joueurs, entre autres au football. Vernon Davis, qui avait été un des premiers à le faire, qui était un tight end, là, un ailier éloigné pour, je pense, San Francisco à l'époque. C'est qu'ultimement, tu vas recevoir des redevances sur ce que lui va gagner dans sa carrière. Alors, dans un monde de rêve, ben Madonna pourrait dire, je lance un FNB. Alors, je lance un FNB, j'en vends pour 3 milliards. Elle encaisse 3 milliards. Et à partir de là, ben, le FNB va recevoir les royautés qu'elle aurait. Là. Mais alors, je trouve qu'on n'a jamais parlé autant d'FNB ces années-ci. C'est-tu nouveau, ça, ou ça fait longtemps que ça existe? Ben, ça fait très longtemps que ça existe, mais je dirais qu'il y a de plus en plus de choses particulières qu'on peut en faire. Quand je dis on peut y mettre des vedettes, on peut y mettre des produits financiers, ce qu'on ne pouvait pas faire. La bourse traditionnelle, on avait des actions, des obligations. Quand les FNB sont arrivés, ben là, on s'est mis à dire, OK, on va mettre un paquet d'actions ensemble, ça va, comme on le fait dans les fonds mutuels, ça va nous diversifier, nous protéger, puis on va être moins à risque. Une bonne idée. Même chose avec des obligations. Tu peux t'acheter un fonds négocié en bourse qui va avoir des obligations à court terme ou à long terme. Fait qu'au lieu d'acheter des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans, eux vont le faire pour toi, vont faire la gestion. Alors ça, c'est intéressant d'avoir ton produit qui va te donner ta diversification puis qui va rapidement te permettre de jouer le marché, mais tu devais déjà le faire. C'est-à-dire, jouer les actions, tu pouvais les acheter. Les obligations, tu pouvais les acheter. C'est un panier d'épicerie avec des trucs dedans. Ouais. Si tu peux acheter un panier d'épicerie avec plein de sortes de pain, plein de sortes de charcuterie, ou bien du pain, des charcuteries, puis d'autres affaires. Voilà. Mais ça devient populaire parce que maintenant, tu n'as plus juste le produit de base que tu peux mettre dedans. Avant, c'était juste les actions et les obligations parce que c'est tout ce que tu as à bourse. Là, comme je te dis, tu peux mettre n'importe quoi. Alors, dans l'optique où tu peux y mettre plusieurs choses distinctes. Non, on ne peut pas mettre des choses dedans, c'est qui existe avec cette composition. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, quelqu'un qui veut en lancer un pourra en lancer un sur à peu près n'importe quoi. Et on verra bien s'il y a un marché qui est intéressé d'acheter ton risque ou ton placement. Alors, c'est vraiment beaucoup plus large que seulement les actions ou les obligations comme on pouvait investir avant. C'est la raison pour laquelle on va en parler beaucoup. Si on regarde les fonds mutuels versus les FNB, les fonds mutuels, bon, je l'ai dit tantôt, souvent il y a un frais relié au gestionnaire qui est quand même des fois relativement élevé. Là, ça peut aller de 0,5% à 3% des fois. Là. Où est-ce qu'on devrait, je regarde FNB, fonds mutuels, quel plus qu'un autre, mettons? Ben, ça dépend des gens. Le fonds négocié en bourse, il faut que tu le négocies en bourse. Alors, si tu n'as pas de compte de courtage ou autre, c'est difficile de le faire. Alors que les fonds mutuels, ben, c'est disponible à beaucoup d'endroits, là, que ce soit dans les caisses des jardins, dans les banques et autres. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement d'un compte de courtage. Alors, tu peux aller acheter des Oui, tu peux l'acheter directement à la caisse. Alors, tu n'es pas lié, tu n'es pas nécessairement au même endroit. L'autre chose, c'est que... Petite parenthèse, c'est relié par contre au marché boursier, les fonds mutuels? Oui et non. C'est comme un produit que tu trouves au dépanneur et que tu trouves un peu partout, le fonds mutuel. C'est ça, je comprends. Non, ben c'est l'équivalent du fonds négocié. Je veux tout ramener à la bouffe, moi, je suis désolé. Non, c'est semblable au fonds négocié en bourse dont on parlait, sauf qu'il ne se transige pas directement à la bourse. Alors oui, tu vas avoir des mêmes... Tu peux en avoir un exemple, l'équivalent du S&P 500, quelque chose de très semblable, sauf que souvent, il va y avoir, quand ils ne sont pas indiciels, un gestionnaire, comme tu disais, qui va le gérer. Le gestionnaire, ben, si tu penses que le gestionnaire est capable de faire mieux que l'indice boursier, ben, ça peut être intéressant, puis c'est un bon gestionnaire que tu peux avoir. Ce qui risque de devenir de plus en plus intéressant aussi du côté des fonds mutuels, et moi, je pense que ça s'en va là beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle le ESG, là, environnement social et gouvernance. C'est très à la mode présentement. Et ça, c'est le genre de choses où moi, là, comme financier depuis de très nombreuses années, je me sens pas complètement à l'aise, là. C'est-à-dire que je suis capable rapidement de concevoir qu'une compagnie de pétrole pollue plus qu'une compagnie d'éoliennes, mais c'est pas ça le ESG. Le ESG, c'est de trouver une compagnie de pétrole qui tente de faire mieux que ses concurrents. C'est ça. Alors, dans ce scénario-là, je me sens pas équipé, moi, nécessairement, là, même si je suis très équipé en bourse, pour aller acheter des actions moi-même. Et dans un cas comme ça, si je disais, ben moi, j'ai le goût d'investir dans quelque chose de ESG, en particulier, exemple, dans l'eau. Moi, c'est l'eau, je pense que ça va être la voie de l'avenir. Bien là, tu pourrais souhaiter avoir un gestionnaire et dire, oui, je suis prêt à payer quelqu'un qui va s'assurer que j'ai une compagnie qui est une compagnie d'eau pure. Le gestionnaire fait la sale job d'aller sur le terrain puis d'aller s'assurer que ça rencontre les normes ESG. Ben, c'est ça. Alors, il fait sa job de gérer. Il fait sa job de gérer pour laquelle je le paye. Alors, c'est un peu ça l'idée. Le fonds mutuel va être extrêmement intéressant si tu sais pourquoi tu veux payer ton gestionnaire. Moi, dans ce scénario-là, où je le paye pour qu'il fasse pour moi un travail que je ne me sens pas capable de faire puis que je ne pourrais pas acheter ces actions-là moi-même, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, dans ce scénario-là, le frais m'apparaît très motivé. Donc, c'est de voir pourquoi tu le payes, qu'est-ce que tu as comme alternative. Et dans
dans cette logique-là, ben, les deux produits ont leur place. Évidemment, moi, je suis du côté du courtage, alors j'aime bien les fonds négociés en bourse pour leur rapidité. Je peux l'acheter et le vendre quand je veux, alors que les fonds mutuels, c'est seulement en fin de journée, donc un peu plus complexe. Bon, ben si on revient, dans le fond, au FNB, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que lorsque j'investis, par exemple, dans un FNB, dans un fonds négocié en bourse, ben ce fonds-là me convient à moi? Ben, c'est de comprendre ce que tu veux. C'est évident, là, de façon générale, il faut que tu fasses ton propre plan comme investisseur et savoir ce que tu as comme tolérance au risque, ton horizon de placement et tout ça. C'est normalement général. Une fois là, c'est de comprendre exactement ce que tu veux. Si tu me dis, moi, je pense que le pétrole va monter, ben, tu as un paquet de FNB pour ça. Tu as un FNB qui va te donner, pratiquement parlant, le baril de pétrole lui-même. Il va copier le Parce que, rendement du baril voilà, de pétrole. la même fluctuation du chose baril de pour pétrole. l'or. Si tu en veux un, il y en a qui ont carrément des lingots d'or et de l'argent dans le fonds négocié en bourse. D'autres vont être investis dans des compagnies minières dans l'or. Mais là, si tu investis dans une compagnie, tu as un gros risque que, pour une raison ou une autre, cette compagnie-là n'aille pas bien quand l'or va grimper. Alors, si toi, ta certitude, c'est que l'or va bien aller, tu investis dans un fonds ben, négocié en bourse. tu peux en comme choisir ça. un qui va dans l'or, C'est ou ça. tu peux dire, je vais le prendre avec les producteurs, il y a un effet de levier, mais j'ai un risque que les producteurs soient mauvais ou que les actions soient trop chères. Mais Mais- je veux juste faire une petite pause. Ouais, David, vas-y. je veux clarifier tout ça. Ouais. Tu sais, quand on parle de bon FNB qui est dans l'or, tu veux investir dans l'or. Oui. Ben, tu sais, soit tu investis dans le lingot qui est sur la table, tu as ton Mhm. lingot d'or, ou soit tu investis dans la compagnie qui va produire ce lingot d'or-là. Mais tu sais, tout dépendant où tu te situes, si tu veux Mais- copier le cours de l'or, la variation du cours de l'or, tu es peut-être mieux d'acheter le lingot. Par contre, si tu dis, ben moi, je crois que l'industrie de l'or va faire peut-être mieux en termes de croissance que le lingot en tant que tel, tu es peut-être mieux d'aller vers le FNB qui est dans les Puis business. tu de cours l'or. moins de risques quand tu y vas avec tu sais, le secteur, exemple, de l'or. Ben, qu'avec le la FNB, con- ouais, le FNB t'apporte une grande C'est ça. diversification parce que souvent, c'est un panier OK. de compagnies ou ben de trucs du genre. Là, fait que, c'est-tu plus clair? Oui, c'est très clair. Bon, Oui. fantastique. Maintenant, ben, est-ce que tu avais terminé avec... Ben, là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que ça dépend de ton but, là, ce que tu recherches. Ouais. C'était l'exemple, je donnais l'art, mais si tu veux une exposition, exemple, à robotique, tu peux trouver facilement un fonds négocié oui. en bourse aussi qui va te donner une exposition. Mais là aussi, c'est d'aller voir un petit peu plus loin des fois pour voir à qui tu as affaire, justement. Ça s'appelle. C'est quoi ça. ça, la robotique, là, dans la tête du gestionnaire? Ça ressemble-tu à ce que toi, tu imaginais? Alors souvent, moi, ce que j'aime faire dans un fonds négocié en bourse, ben, c'est d'aller creuser un petit peu plus loin puis de voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Et ça, c'est toujours normalement disponible, à tout le moins pour les 10 principales positions. Alors ça te donne une bonne idée. Si je veux investir, exemple, quelque chose qui est très à la mode présentement dans le nuage, le cloud. Moi, le cloud, j'aime bien ça à travers des Il y, grandes a un capitalisations. il y a un FNB de cloud. Du côté, quand je dis FNB... Qui est la technologie de ouais. l'info nuagique. Ok. Ben, Ah ouais, il va y avoir de plus en plus, surtout du côté américain. Il faut comprendre, du côté OK. canadien, on n'a souvent pas nécessairement toutes les contreparties, puis surtout pas avec des compagnies canadiennes dedans, on en a moins. Là. Mais du côté américain, des fois, ça va être aussi des portefeuilles internationaux. Alors, le FNB va être américain, mais ça va être des compagnies internationales. ABB, entre autres, une compagnie européenne, se retrouve souvent, parce que côté aux États-Unis aussi, Dans la robotique. dans un fonds négocié en bourse de robotique. Ouais. Alors, selon ce que tu veux avoir, tu vas aller voir. Alors, moi, si je voulais du nuage, mais que j'ai déjà en portefeuille des actions de Amazon, qui est le joueur numéro 1 pour le nuage public, Microsoft le numéro 2, puis Google le numéro 3, ben, je ne veux pas un fonds négocié en bourse qui va me donner des entreprises dans le domaine du nuage où j'ai ces trois gros C'est joueurs-là ça. en partant, je les ai déjà en action. Alors, mais j'en voudrais peut-être un, et là, je vais aller fouiller, qui, lui, me donne peut-être des petites capitalisations plus petites, d'autres joueurs qui sont plus spécialisés dans d'autres branches du nuage. Là, j'aurais un complément extrêmement intéressant à ce que moi, je fais déjà et que je connais du nuage à travers mes grosses entreprises là, qui en profitent beaucoup. Puis Donc- aussi, Steve, par rapport à ça, tu sais, mettons que tu as tes 3 grosses capitalisations, puis en plus, je sais pas, tu en as 20 autres que c'est des plus petites capitalisations, comme Steve dit dans l'info nuagique. Ben, tu sais, des fois, les petites capitalisations connaissent une croissance qui est beaucoup plus grande qu'un Alphabet ou un Amazon. Ouais. Tu sais, Amazon, faire x2 en termes de capitalisation, ça serait dur à croire, là, malgré que tout est possible. Mais tu sais, les petites compagnies qui doublent année après année dans les petites capitalisations, ça existe beaucoup. Ce qui fait que ton FNB, ben, au lieu de faire un 13% qui était, mettons, ce que les compagnies dans l'info nuagique ont fait, ben, peut-être que tu vas avoir on va l'appeler un edge concurrentiel qui va faire que tu vas faire peut-être du 22% au lieu du 13%. Ben oui. Parce que tes petites capitalisations ont surperformé les plus grosses. L'autre affaire, je voulais te partager, David. Tu sais, moi, cette année, bon, j'ai fait une réorganisation de mon portefeuille, puis je voulais investir dans la robotique, OK? Parce que je crois vraiment que l'avenir est là. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, le secteur de robotique, c'est classé, c'est quelque chose d'avenir que je crois qu'il va arriver.
Mais tu sais, je voulais pas aller chercher des compagnies, tu sais, faire du NPIC qu'on appelle là, en anglais. Un par un. Un par un, c'est ça. Fait qu'il y a un fonds qui s'appelle, un FNB qui s'appelle, je pense que c'est Robot, là. Je pense Robot R-O-B-O-T. Puis ça comprend un paquet de compagnies dans la robotique. Fait que moi, j'ai acheté ça. Fait que j'ai mon exposition un peu dans la robotique. Puis ça, tu sais, je prévois le garder pour longtemps parce que je crois que c'est le futur. Fait que pour moi, j'ai minimisé mon risque en faisant ça, en achetant ce FNB-là. Puis, petite question qui va peut-être avoir la niaiseuse, là, mais est-ce que ça coûte plus cher acheter, exemple, une action d'un FNB parce qu'il y a plus de compagnies dedans ou puisque c'est un FNB tout simplement? Est-ce que c'est plus cher d'entrée de jeu ou... Non, c'est le même. En fait, la transaction est le même. Là, exemple, chez nous, là, du côté du courtage en ligne Desjardins, les transactions sont gratuites maintenant et ça se transige comme une action. Alors, c'est gratuit. Mais dans le FNB, il y a un frais de gestion. Alors, le frais de gestion sera petit si on copie, exemple, l'indice S&P 500, c'est souvent là, autour maximum de 0,10 %. Si c'est un FNB qui est plus géré, les frais pourraient être plus élevés. Okay. Donc, ça aussi, c'est important d'aller regarder. Et l'autre chose, quand je disais tout à l'heure de faire attention, de voir comme il faut ce qu'il y a dans ton fonds négocié en bourse, c'est que souvent, l'image pourrait bien paraître. Là, il y en a plusieurs, et ça, je pense que c'est peut-être ceux où il faut regarder de plus près, un fonds sur la Chine. Instinctivement, la Chine, ça va bien, l'économie est bonne, tu as le goût d'investir en Chine et tu penses que ça peut être une bonne idée. Bien, en Chine, tu peux avoir un fonds qui te donne accès, exemple, à du Alibaba, du Baidu, qui sont des gros joueurs là, semblables à des Amazon et des Google chez nous, ou tu peux avoir, pour plusieurs de ces fonds-là, des fonds liés seulement au marché immobilier chinois. Et le marché immobilier chinois, présentement, le deuxième plus gros joueur, Evergrande, est en faillite et a des problèmes majeurs et il y a peut-être une crise dans l'immobilier en Chine. Alors, quelqu'un qui achète la Chine en pensant qu'il y a, exemple, du Alibaba et du Baidu en disant « Baidu, c'est comme Google, ça va continuer de faire de l'argent, ça va bien aller », si tu as acheté celui qui est dans l'immobilier fortement, tu peux te ramasser avec des problèmes. Alors, très, très important d'aller voir. Là. Une compagnie, c'est facile, on comprend vite ce qu'on a. McDonald's, je te parle de ça, tu sais où tu t'en vas. Je te parle de Walmart, tu as une bonne idée de ce que je parle. Bombardier, je ne serais pas capable de faire un avion, mais on comprend qu'ils font des jets privés. Alors, on sait un peu de quoi on parle. Hey, j'ai quelque chose pour imager ce qu'il disait sur la Chine. Tu as encore le panier d'épicerie. Mais mettons que tu as une caisse... T'as-tu faim, Sam? Ben oui, j'ai faim, c'est ça le problème. Mettons que tu as une caisse de 24 là, dans ton panier d'épicerie, ça prend de la place. Hein? Ben, admettons que c'est le poids d'Evergrande en Chine qui est ta caisse de 24. Ben, ça reste que si tu as ton Baidu et tes autres compagnies qui sont seulement, on va dire, une bouteille de Pepsi puis un paquet de fromage, ben, ça reste que le volume de ton panier est largement pris par la caisse de 24. Fait que c'est vrai que quand tu regardes un FNB, il faut que tu regardes à quel pourcentage est-ce que l'entreprise prend dans le FNB parce que cette compagnie-là, quand elle va varier, ben souvent, elle va attirer les autres dans sa variation. Là. Puis ça va jouer sur le taux que ça va ben, ça va jouer sur le rendement du FNB. Sur le rendement, voilà. Oui, exactement. Ce que ça va avoir comme effet aussi, et ça, c'est important de le savoir, ça amène une certaine concentration dans certains FNB. Et ça, c'est souhaité ou non. À titre d'exemple, si j'ai un FNB comme le XIU au Canada, si jamais le pétrole va très fort, c'est déjà le cas, et si ça devait continuer, tout le secteur du pétrole dans l'indice canadien prend de plus en plus d'espace. Donc, au détriment d'autres secteurs. Si on avait, à titre d'exemple, le pétrole qui va très, très fort, pendant que tout le secteur financier dans les problèmes, le secteur financier qui représente 33 de notre marché boursier, bien, c'est lui de reculer puis couper de moitié pendant que le pétrole grimpe. Tu te retrouverais éventuellement avec ton XCU où ton exposition au pétrole pourrait être aussi grande qu'au secteur financier, ce qui n'est pas ce que tu voulais au départ. Okay. Dans d'autres cas, oui, c'est ce que tu voulais. Moi, j'avais adoré, là, lors de la crise financière en 2008, des FNB dans le secteur financier. Il y a un jour où tu te dis, le secteur financier va exister. Il va y avoir encore des banques, il va encore avoir des compagnies d'assurance. Il va y avoir un secteur. Je veux le jouer. Mais qui va survivre? Je veux dire, Bear Stearns faisait faillite. Lehman Brothers, c'était 2 des 5 plus gros courtiers aux États-Unis. Moi, le premier, on ne savait plus qui avait quoi, où ça allait. Alors, à un moment donné, j'avais la certitude que, bon, là, c'est le temps et le secteur financier va rebondir. Alors, en achetant le FNB, ce que ça faisait, c'est que tous ceux qui avaient des problèmes représentaient de moins en moins dans mon FNB et les gagnants prenaient de plus en plus d'espace. Alors ça, c'est ce que tu veux ou ne veux pas des fois. Alors, c'est de surveiller aussi l'évolution de ton FNB parce qu'il se concentre de plus en plus dans tes gagnants, de moins en moins dans tes perdants. Si c'est ce que tu souhaitais obtenir comme résultat avec mon fonds en finance, tant mieux. Du côté canadien, si le pétrole devenait trop fort, comme à l'époque où Nortel a monté au point où il représentait à lui seul pratiquement 33 % de l'indice, ça cause un grave problème, là. Alors, pour négocier en bourse, non seulement tu l'achètes comme il est là, mais il est quand même aussi actif un peu là, en termes de répartition, même s'il ne change pas ses actions. Dans certains cas, ils vont les changer et là, ça fait encore plus de mouvement. Si on parle de jeunes investisseurs, là,
quelqu'un qui se lance en bourse, j'aime toujours ramener ça à, quelqu'un Pas la qui bouffe encore, là. Non, ça n'a pas rapport j'ai dit bouffe ou j'ai dit bourse? Non, t'as dit bourse. OK, j'ai dit bourse, c'est bon. On se ramène aux jeunes investisseurs ou à une jeune investisseuse qui veut investir puis qui est peut-être pas confortable d'acheter des actions une à une. Ben, le FNB est un super de beau produit parce que elle peut acheter, on va dire 50% de son portefeuille sur l'indice du S&P 500 américain ou elle peut acheter même le marché total américain. Ça, c'est un FNB que j'aime beaucoup. Tu achètes l'ensemble des compagnies américaines. Puis ça performe super bien. Fait que tu peux dire que, admettons, 50% de ton portefeuille est dédié à ça. Fait que, tu sais, on va dire que tu as classé 50% est déjà fait. Puis l'autre 50%, tu peux dire, moi, je vais acheter des compagnies qui me font triper, des compagnies que je consomme tous les jours. Je vais acheter Apple, je vais acheter ci, je mets du gaz à telle place. Fait que, tu sais, le FNB, on dirait que ça facilite l'achat en bourse. Surtout si aussi tu es un investisseur passif, que tu veux pas toujours avoir le nez dans tes trucs, les FNB peuvent aider, comme le S&P 500, etc. Oui, aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait, là, parce que je suis pas toujours le nez dans mes graphiques boursiers. Là. Puis tu m'avais donné ce conseil-là, je pense, à l'autre saison. Puis ça m'a aidé, tu sais. C'est positif. Mais tu te casses pas la tête. C'est ça, exact. Tu te casses pas la tête, puis il n'y a rien de pire que sortir son cellulaire au milieu de sa journée de travail, puis voir que le titre qui prend, on va dire, 10, 15, 20% de ton portefeuille a descendu de 20% aujourd'hui. Là, ça te paralyse une journée. Tandis que ton FNB, c'est sûr que plus tu es concentré dans un secteur, plus il peut être affecté, à mon avis. Mais si tu es très diversifié, des fois, ça allait vite que tu perdes tes cheveux au milieu de la journée. Là, c'est ça, exact. On est certain d'avoir une certaine sécurité. On est peut-être un peu plus loin du risque. Allez, en terminant, Steve, on va parler des thématiques du futur en termes de FNB. Selon toi, quels sont-ils? Du côté de tout ce qui s'en vient, là, on parle souvent les disrupteurs en anglais, là, les dérangeurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement un secteur qui se joue extrêmement, extrêmement bien avec des fonds négociés en bourse. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile à tenter d'évaluer qu'une situation qu'on n'a jamais vue. Tesla vaut quoi exactement? Je n'ai pas un gros comparable là, pour dire c'est trop cher, ça l'est passé, il va monter ou pas. Dans le cas de Tesla, ça a été un premier arrivant qui est un grand gagnant. Mais si je veux jouer le secteur des voitures électriques, c'est qui le suivant? Il y a Rivian qui a été coté récemment en bourse. Il y a les joueurs traditionnels qui veulent aller jouer dans cette division-là. Je pense là, les GM, les Ford de ce monde. Alors, éventuellement, ça peut devenir difficile. Il est possible de jouer dans une certaine mesure des grands thèmes de ce qui s'en vient. Même chose avec, à titre d'exemple, les voyages spatials. Je suis qui, moi, pour déterminer là, que Virgin Galactic, qui est coté en bourse, pour l'instant, sont, je pense, les seuls, mais SpaceX et d'autres s'en viennent. Lorsqu'éventuellement, ils seront, je suis qui pour déterminer lequel est le gagnant? Je ne m'y connais pas beaucoup. Et là, j'ai pris des... Mais est-ce que ça existe déjà, les fonds négociés en bourse pour les voyages spatiaux? Il y a des fonds négociés en bourse. Il y a un fonds qui s'appelle Space, je pense. Ah ouais? Il y a des fonds négociés en bourse qui vont être touchés. Évidemment, tu n'auras pas beaucoup de joueurs purs, là, un vrai qui amène les gens, mais tu vas avoir le fabricant de moteurs. Alors, ça aussi, c'est important d'aller voir. Là. Si, exemple, dans un fonds négocié en bourse de fusée, ils n'ont pas assez de compagnies de fusée et que tu as des joueurs là, comme General Electric du côté de l'aviation et tout ça, c'est pas mauvais, mais General Electric, tu n'auras peut-être pas les rendements explosifs que tu peux avoir avec un Virgin Galactic si tout va bien et qu'on commence à populer la planète Mars. Là. Alors, dans ce scénario-là, ce qui est peut-être intéressant, c'est d'aller voir peut-être pas précisément le secteur des fusées ou le secteur des voitures électriques parce que c'est encore un peu jeune. Mais il y a, exemple, je pense, les fonds de Cathy Wood, entre autres, qui sont intéressants, où la gestionnaire Cathy Wood, elle, va chercher plusieurs de ces titres-là. Alors, dans le secteur de l'aérospatial, dans le secteur des voitures électriques. Qui les regroupe. Oui, c'est ça. Dans le secteur des, exemple, de la finance, mais pour ce qu'on appelle les fintechs de ce qui s'en vient, ça peut toucher un peu du Bitcoin à l'occasion. Alors, elle va en faire une diversification intéressante, mais sous un même thème. Alors, c'est des fonds ARC que ça s'appelle. De plus en plus, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant des fonds négociés en bourse, c'est qu'ils s'en développent énormément. Il y en a de plus en plus au quotidien. Alors, récemment, là, il y a eu l'approbation pour un premier basé sur les bitcoins. Symbole BITO. Je dis ça sous toute réserve, je ne l'ai pas regardé de proche si c'est le bitcoin ou la crypto-monnaie en général, mais oui, c'est un premier
fonds négociés en bourse qui a été accepté pour ça. Alors, il risque d'en avoir pour toutes sortes de choses. Éventuellement, quelqu'un en voudra un, mais il dira, ouais, moi, le Bitcoin, c'est passé, je veux 10 crypto-monnaies. Puis il dira peut-être, bien, crypto-monnaie, j'aime bien ça, mais pourrait savoir des fusées aussi avec. Je savais pas qu'on était rendu au stade où la crypto-monnaie faisait partie du marché boursier. J'ai manqué cette étape-là. Ben, c'était pas dans le marché boursier, c'est-à-dire que tu ne peux pas acheter le Bitcoin directement. Non, mais oui, c'est la première étape où ça peut être fait à travers ça va émuler, dans le fond, négocié en bourse. Ça va émuler le rendement, dans le fond. Okay. Fait que quelqu'un qui veut pas posséder, par exemple, un portefeuille de crypto-monnaie, puis il dit, garde, moi, je veux pas me lancer là-dedans, mais il peut acheter un FNB, par exemple, ou bien des fois, je pense, des actions individuelles, je pense qu'ils vont reproduire, ou bien des fonds fiduciaires. Pour l'instant, les fonds négociés en bourse, la meilleure façon, c'est les fonds négociés en bourse. Il y a des compagnies aussi qui ont un lien direct, là, Coinbase et autres, qui sont des bourses de crypto-monnaie. Alors, à partir de là, Robinhood, qui est un courtier, en prend aussi. PayPal puis d'autres joueurs comme ça commencent à en accepter ou même permettre d'en acheter. Aux États-Unis, il y a beaucoup de guichets automatiques où tu peux maintenant mettre ta carte de guichet, puis j'allais vous dire, il sort un Bitcoin. Non, là, mais tu as un Bitcoin, une partie de Bitcoin. Alors oui, c'est en train de faire son entrée. À savoir si c'est une bonne idée, ça... on verra bien. Il y a sûrement exact. Voilà. Hey, merci beaucoup, Steve Deschaines, pour avoir fait le point sur les fonds négociés en bourse. Toujours très intéressant. Sam Nadeau, merci également encore une fois à toi. Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!